Monsieur, bonsoir. Crowdfunding au menu de questions d'actu ce soir. Car au Maroc, c'est officiel, le financement privé par collecte de fonds sur Internet, ou plus communément, fréquemment appelé crowdfunding, est encadré et réglementé. Le Conseil du gouvernement a adopté le décret en application à la loi 15-18 et dans la foulée, Banque El Maghreb vient de publier 9 circulaires donnant son feu vert à ce type de financement très en vogue sous d'autres cieux et depuis longtemps. Cadre juridique, oui, mais ce n'est pas suffisant. Au moment où les initiatives ne se comptent plus pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat et activer le financement de ceux-ci par des circuits classiques, nous sommes aujourd'hui au balbutiement de ce mode de financement qu'est le crowdfunding aux formes diverses, dont investissement, dette ou achat. On parlera des détails un peu plus tard. Car le crowdfunding est très différent du financement bancaire conventionnel ou classique. Encore faut-il que le régulateur intègre cette particularité dans son approche purement juridique afin de jouer également le rôle de facilitateur aux plateformes qui fournissent ce service. Mais ce n'est pas tout, il s'agit aussi pour les porteurs de projets de bien comprendre le fonctionnement et en tirer le meilleur. Et d'ailleurs, c'est pour adresser leurs questions que nous faisons cette émission ce soir. Par ailleurs, et en chiffres, à titre indicatif dans le monde, le crowdfunding, c'est quelque chose comme 34 milliards de dollars levés en 2020, ou collectés, c'est mieux. 34 milliards de dollars à raison de 50%, donc la moitié concentrée en Amérique du Nord. Et pour notre continent, on avoisine les 0,07%, donc même pas de quoi aspirer à se positionner à l'international. Donc on va, au fur et à mesure de l'émission, bien sûr, évoquer toutes les questions relatives à ce crowdfunding et ce, en compagnie de nos invités qui sont des experts puisqu'ils sont à la tête de plateformes de crowdfunding. Donc Eric Asmar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Happy Smala, plateforme de crowdfunding. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'accueillir par Skype depuis Paris, on y arrivera, Sarah Jaidi, fondatrice de Kiwi Collect, qui est une plateforme de crowdfunding en devenir. Bonsoir Sarah Jaidi, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous êtes donc aujourd'hui tous les deux un peu des acteurs dans ce secteur de crowdfunding. Comment avez-vous accueilli d'abord ce décret d'application de la loi 15-18 et aussi des circulaires de Banque El Maghreb? Je vais commencer peut-être par Eric Asmar qui a déjà une expérience dans le domaine. Comment avez-vous accueilli ce changement réglementaire juridique? C'est un grand plaisir. Nous, on accompagne parmi d'autres ce processus depuis bientôt 8 ans. Donc des échanges avec les régulateurs, les parlementaires, etc. Donc ça fait plaisir de voir les fruits de tout cet effort collectif commencer à se produire. Très bien. Et qu'en est-il pour vous, Sarah Jaidi? Est-ce que, en pensant à créer votre plateforme de crowdfunding, le volet juridique et purement légal a pu freiner peut-être votre élan entrepreneurial? Alors au départ, nous, pour la petite histoire, c'est une idée qu'on avait en tête depuis un petit moment, mais on l'a lancée concrètement sur les rails quand la loi 15-18 a été prononcée du coup il y a un an en mars 2021. Donc là, avec l'apparition du décret, c'est une très très bonne nouvelle pour des plateformes comme nous qui vont commencer à pouvoir concrétiser les choses sur le crowdfunding qui est une grande promesse pour les entrepreneurs et pour tout type de porteurs de projets marocains. Alors, ces 9 circulaires de Banque El Maghreb qui viennent donc compléter le dispositif prévu pour encadrer le financement collaboratif au Maroc, le crowdfunding, que peut-on retenir? Est-ce qu'il n'y a que du positif? Eric Asmar. Je pense que les circulaires sont une étape parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à faire, donc à la fois du côté Banque El Maghreb, mais également du côté de la MMC qui va régir l'investissement. Ça nous donne plus de clarté, mais il y a encore bien évidemment des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et ça peut venir avec le temps. Comme quoi? C'est-à-dire, les circulaires nous donnent un aperçu sur un peu les grandes lignes de contrôle, d'agrément, etc. Mais il y a beaucoup de questions d'ordre plus opérationnel, les conditions d'entrée pour pouvoir accéder à une plateforme, les interfaces entre les plateformes et les autres acteurs du marché, c'est-à-dire les établissements de paiement, les établissements de crédit, etc. Ça reste encore à clarifier, à concrétiser. Très bien. Alors,
l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, un capital social minimum de 300 000 dirhams, plus... Est-ce que, selon vous, Sarah Jaidi, cela peut freiner l'activité d'une plateforme de crowdfunding ou pas? Et que pensez-vous aussi de ces circulaires de Banque El Maghreb? Quelles sont les choses qu'elles apportent et qu'est-ce qui peut être fine-tuné pour mieux répondre aux besoins et pour mieux encadrer aussi cette activité au Maroc? Par rapport, si on devait peut-être benchmarker par rapport à d'autres pratiques sous d'autres cieux. Oui, alors pour répondre à la première question, l'apparition de ces circulaires, c'est d'abord une très bonne nouvelle parce qu'elles viennent apporter des grandes précisions par rapport à ce qui était mentionné dans la loi et elles s'adressent surtout aux plateformes de crowdfunding. Les plateformes sont un outil en fait pour que les porteurs de projets puissent lever des fonds et pour que les contributeurs puissent contribuer. Donc les conditions que vous citiez, à savoir le capital, les différents critères qui sont assez exigeants, s'adressent aux plateformes. Et à mon sens, et en tant que potentielle plateforme, je pense qu'elles sont très justifiées car elles permettent de mettre un cadre et de préciser les différentes choses qui permettent de protéger en fait à la fois les porteurs de projets et les contributeurs dans tout le processus, donc depuis la création d'une collecte jusqu'à la récupération des fonds. Et si on benchmark par rapport aux autres pays, donc en Europe, etc., les régulations sont très strictes également sur ces éléments-là. Et pour répondre à la deuxième question, je rejoins également Eric Asmar. Donc, il y a des éléments qui sont très positifs et qui sont très éclaircissants pour des plateformes comme nous qui sommes en train de nous constituer, de tâtonner sur un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un petit peu complexes pour les régulateurs parce que le marché n'existe pas encore et qui sont en lien avec la mise en place d'une convention avec un établissement de crédit qui est la banque. Quelles conditions en fait vont être mises en place pour qu'une plateforme se relie à une banque puisque c'est la banque qui va recevoir l'argent? Quels sont les éléments qu'on va mettre en place pour pouvoir se connecter à un prestataire de paiement pour que les gens puissent payer par carte s'ils souhaitent contribuer par carte? Voilà, ça c'est des exemples de choses qui ne sont pas encore précisées, mais qui le sont en cours et qui devraient être réglées peut-être d'ici fin d'année pour que les choses puissent se lancer de façon très concrète. Oui, parce que finalement, est-ce que je disais dans mon introduction, je veux dire, l'esprit du crowdfunding est complètement différent de la logique bancaire, même si il y a cette partie dette aussi, donc crédit, qui fait partie un peu des composants du crowdfunding. Comment pallier à cela? Comment est-ce qu'une plateforme peut jouer le rôle d'une banque? La plateforme ne joue pas le rôle d'une banque. La plateforme, c'est une activité, c'est un composant à part d'un grand écosystème de financement. C'est-à-dire, les banques ont leur rôle, les fonds d'investissement ont leur rôle, les bailleurs de fonds. On n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais le crowdfunding, c'est aussi un vecteur de développement de projets sociaux, culturels, etc. Donc, pas que de l'entrepreneuriat tel qu'on l'imagine. Mais il y a une complémentarité. Donc, et du point de vue du régulateur, on a un double enjeu à la fois de protéger le marché, de protéger les personnes qui agissent sur le marché, mais aussi de faire rayonner et développer le marché. Il y a toujours un équilibre à trouver là-dessus. Par rapport au cadre réglementaire qui se pose, il est clairement calé surtout sur le crédit et l'investissement. Donc on peut dire que par rapport à d'autres pays, c'est plus strict sur le volet dons, mais sur le volet crédit et investissement, ça suit une logique. Mmh. Quand vous dites don, c'est parce que cela relève plutôt du rôle des associations, ou en tout cas du statut d'association? C'est plutôt une question des modalités du financement, c'est-à-dire les contreparties qui sont attendues. Peut-être on va rentrer un peu plus dedans après, mais c'est-à-dire dans une logique de don. Puisqu'on en parle, oui, pourquoi pas. Voilà, donc on a trois grandes catégories, donc le don, le crédit et l'investissement. Sur le volet don, on fait du don avec ou sans contrepartie, ou par exemple de la prévente. Donc la contrepartie qui est attendue, c'est soit je vais vous livrer quelque chose, donc si on fait une opération de prévente, je fais des mugs en céramique, vous allez acheter et si le projet réussit, vous allez recevoir votre mug. Si c'est du don pur, je vais monter un projet caritatif, culturel, etc. Et votre contrepartie, c'est juste de savoir que vous avez contribué à une cause. Quand on rentre dans le crédit, dans l'investissement, là, il y a du cash qui va circuler. Donc, bien évidemment, il faut plus d'exigences, plus de contrôle. Très bien. Quelque chose à ajouter là-dessus, peut-être, Sarah Jaidi?
Oui, je voulais compléter tout à l'heure. Je voulais préciser justement que par rapport aux banques, l'activité est bien totalement différente parce que la banque, c'est de l'intermédiation. Et là, on finance directement un projet. Donc, un contributeur comme vous et moi peut venir et contribuer directement via une plateforme, parce que ce n'est qu'un outil, à soutenir un projet qui le touche. On a vraiment un côté émotionnel, notamment quand il s'agit de dons, pour financer ces projets. Et on parle ici de projets qui ne sont pas du tout en concurrence, entre guillemets, avec le financement bancaire, puisque c'est des projets qui, dans tous les cas, n'auraient pas été financés via le système classique de financement. Et en particulier, si on parle, je donne des exemples concrets, dans le domaine du sport, par exemple, on veut organiser un projet, un marathon, un défi sportif ou gérer un événement dans le sport. Ça peut être dans des domaines comme la culture, financer de l'autoproduction culturelle, par exemple. Il y a des gens qui écrivent, il y a des talents qui existent au Maroc. Et c'est des projets, en fait, qui n'ont pas de logique de logique de rentabilité. Pour la partie investissement ou prêt peut-être, mais quand on parle de crowdfunding don, par exemple, on parle de projets qui n'ont pas forcément de logique de rentabilité, mais qui mériteraient aussi d'être mis en lumière, typiquement des initiatives sociales ou de la solidarité. Là, pour le coup, qui n'a pas reçu aujourd'hui au Maroc un appel à faire des actions de collecte solidaire? On a tous reçu au moins ou deux un message disant je fais une collecte pour telle ou telle cause. S'assurer qu'elles ont un vrai objectif, que l'argent qui est collecté va financer l'objectif pour lequel il est fait, et de les mettre en lumière par opposition à des projets qui ne sont pas du tout organisés ou peut-être même mal intentionnés. Donc ça, c'est vraiment l'idée. C'est très très différent du modèle classique bancaire. Et j'ajoute un point sur la partie don. Donc c'est typiquement la plateforme que je suis en train de monter qui s'appelle Kiwi Collect se positionne sur la partie don. Pourquoi? Parce que le don, c'est un vecteur d'éducation financière assez simple pour tous les Marocains, puisque le crowdfunding n'existe pas encore en tant que tel au Maroc. Donc le don, tout le monde sait ce que c'est. Venir présenter un projet et demander de lever des fonds sous forme de dons, c'est quelque chose qui est facile à prêcher et donc qui va aider justement à faire la pédagogie également sur les autres moyens de financement. Et puis comme je disais, il y a un rapport émotionnel au projet. C'est pas que de l'argent en fait. On mobilise des gens quand on fait du crowdfunding, on mobilise une communauté. On peut en tirer beaucoup plus que de l'argent. On en tire un réseau, on en tire des compétences, on en tire justement une communauté qui se construit autour d'un projet. Et puis enfin, dans le crowdfunding, on peut aussi financer des projets qui sont autre chose que de l'entrepreneuriat. Donc, un projet solidaire, typiquement, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément de l'innovation. On parle aussi beaucoup d'innovation, et c'est très bien, mais on peut aussi financer des projets qui sont pas de l'innovation, mais qui ont un impact positif dans la société, soit dans l'environnement, soit justement dans le social. Je sais pas, lancer un café littéraire typiquement. Oui. C'est des choses qui sont. Nous allons parler du détail, n'est-ce pas, Sarah Jaïdi, du détail du genre de projets qui sont finançables par le biais du crowdfunding. C'est le rôle aujourd'hui de cette émission. Nous avons introduit le sujet à travers, bien sûr, le cadre juridique, parce que c'est d'actualité, mais il s'agit aussi de répondre à des questions fréquentes qui sont relatives au crowdfunding. Alors, on parle aujourd'hui du rôle des banques pour l'accompagnement des projets, parce qu'on parle aussi de beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui au Maroc, et comment accompagner l'entrepreneuriat, parce qu'il ne s'agit pas que de financement. Je pense que la partie non visible de l'iceberg, qui est l'accompagnement, est parfois même beaucoup plus importante que le pur financement. Eric Asmar, quel est le rôle? Comment opérez-vous l'accompagnement d'un porteur de projet qui veut avoir recours à ce moyen de financement collaboratif qu'est le crowdfunding? Tout d'abord, il faut comprendre le projet. Donc, le crowdfunding s'inscrit dans une logique globale de financement et d'accompagnement. C'est-à-dire, ce n'est pas je fais un crédit ou un investissement ou du crowdfunding. On voit ça dans une logique de cycle de vie. Donc, on va peut-être démarrer à travers une campagne, après avoir accès à d'autres types de financement. Et l'accompagnement va évoluer avec les besoins. Donc déjà, on définit le projet. Qu'est-ce que vous voulez financer? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Après, il faut identifier les communautés, parce que l'argent vient de tout le monde. C'est le financement par la foule. C'est-à-dire, il faut comprendre qui sont les personnes qui seraient aptes à contribuer à votre projet. Donc, de comprendre, est-ce que c'est des gens au Maroc, des gens à l'étranger, quelles sont leurs affinités, pour pouvoir cibler ces personnes quand on lance la campagne.
Et à partir de là, on a tout un travail qui est plutôt technique de calibrage de la campagne. Donc, quel type de support de communication, quelle fréquence de communication, quels canaux, quelle contrepartie est-ce qu'on va établir si on a des contreparties. Sur le crédit et l'investissement, c'est tout ce qui est term sheet, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'entrée et de sortie de l'argent. Quand c'est du don, c'est plutôt un calibrage de quel type de contrepartie par quel type de don. Et après, il y a tout un suivi qui va par la suite. La beauté et aussi l'enjeu du crowdfunding, c'est qu'on est face à une communauté, on n'est pas face à une institution. C'est ça. Donc, il faut communiquer avec cette communauté. Et il faut convaincre surtout. Voilà, Communiquer, il faut oui, les il faut convaincre, parce qu'il ne faut pas convaincre juste un comité, mais là, on parle de centaines, voire des milliers de personnes. Tout à fait. Et ils n'ont pas les mêmes critères de sélection que le comité d'investissement de banque ou fonds d'investissement. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut tout financer grâce au crowdfunding? Je dirais, dans l'absolu, oui, on peut financer tout et n'importe quoi. S'il y a des gens qui sont prêts à y mettre de l'argent, vous pouvez le financer. On a vu certains projets, notamment aux États-Unis, qui sont vraiment des projets farfelus et qui ont réussi. La fameuse salade de patates. De patates, merci. Exactement, je faisais allusion à cela. Et qui a quand même réussi à lever une forte somme d'argent. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est comme ça, même des dizaines de milliers de dollars, il me semble. Voilà. Bon, ça, je veux dire, ça c'est une aberration. C'est un fait divers qui est très drôle et qui montre le pouvoir de ce véhicule. Mais concrètement, ce qu'on voit, et donc nous, on va lancer d'ici peu la deuxième édition de notre baromètre du crowdfunding marocain. C'est un projet qu'on a monté avec ESSEC Business School, donc on en parlera prochainement. Mais qui fait un peu l'état des lieux des campagnes. Qu'est-ce qui se fait financer au Maroc à travers le crowdfunding? Est-ce qu'on peut avoir quelques insights, pas tout, mais peut-être quelques chiffres, peut-être quelques secteurs qui nous concernent au Maroc? Nous avons avec nous, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de questions qui concernent ceux qui ont besoin de cet accompagnement et financier et autres, qui nous gardent pour qu'on sache peut-être mieux se positionner par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Ce que je peux vous dire sur ce qui existe déjà, donc à l'échelle mondiale, on peut financer quasi tout et n'importe quoi. Il y a des secteurs qui sont plus prisés selon le marché et les typologies de plateformes. Aussi, les plateformes se spécialisent. Il y en a qui sont généralistes, il y en a qui sont spécialisés dans un secteur ou une communauté. Mais par rapport au retour sur expérience des projets marocains qui sont financés au Maroc, mais surtout à l'étranger, on a beaucoup de culture. Donc des projets culturels type festival, pièces de théâtre, livres, mode, déco, objets, des choses comme ça. Beaucoup de projets caritatifs, c'est-à-dire, et souvent de l'action sociale humanitaire type lutte contre la faim, des opérations en cas de... Il y a quelques années, les grandes inondations à Marrakech a levé quelques centaines de milliers de dirhams. Et puis on a un tout petit peu de tech, et un peu de, on va dire, de green tech, c'est-à-dire des projets qui sont liés au développement durable, l'entrepreneuriat social, des choses comme ça. Très bien. Sarah Jaïdi, je vais vous poser peut-être un peu la même question. Et aussi, est-ce qu'on a besoin de compétences avant d'avoir recours à cela? Et notamment si on porte des projets, comme vient de l'expliquer Eric Asmar, qui sont plus culturels, plus... qui ne sont pas du tout business et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, qui ne sont pas, dont la rentabilité n'est pas le premier objectif. Oui, eh bien, il y a trois volets pour répondre à votre question. Le premier, c'est que quand on parle d'un projet dans le cadre du crowdfunding, même dans la loi, il faut que le projet existe, où il doit avoir un objectif précis qui est bien défini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lever de l'argent pour quelque chose qui est très très vague et qui n'est pas défini et pas clairement défini. Donc ça, c'est très important pour respecter la loi et pour avoir des choses qui sont cohérentes, comme en parlait aussi Eric. Et donc, il y a aussi préciser un montant cible qui est clair et qui est crédible. On ne lève pas 1 million de dirhams pour la salade de patates ou autre. Et avec une période de collecte, etc. Donc, il y a ces critères qui sont déjà cadrés dans la loi et qui font que ça permet de cadrer quel type de projet peut venir sur les plateformes. Le deuxième volet, la validation par la plateforme elle-même. Donc, quand un porteur de projet arrive sur la plateforme, décrit son projet, eh bien, celui-ci, il est étudié par la plateforme avant d'être validé pour pouvoir être publié. Donc là, pareil, il y a des critères, il y a un échange avec le porteur de projet pour savoir d'où vient son idée, ses ambitions réelles, pour pouvoir peut-être le rediriger, le conseiller. Et puis, la troisième partie, c'est la préparation.
Donc, vous parliez de compétences. Il faut, alors, c'est pas forcément des compétences techniques, mais il faut préparer son pitch. Il faut réussir à préparer sa page, entre guillemets, quand on parle d'une plateforme de crowdfunding. Le porteur de projet a une page qui est dédiée à son projet et où il y a des photos, un descriptif, les différents éléments que j'ai cités, l'objectif, peut-être des vidéos, des mises à jour, qui permet d'alimenter la communication sur son projet quand les gens viennent, par curiosité peut-être au début, regarder, s'intéresser à son projet et peut-être dans un deuxième temps contribuer à son projet. Donc il y a 3 volets, le côté réglementaire, le côté vérification et échange et conseil avec la plateforme et le côté préparation et pitch de ce qu'on appelle nous la page de la collecte. On va en parler et j'ai collecté quelques questions fréquemment demandées justement en ce qui concerne cette partie-là de financement, mais aussi pour la campagne. Alors avant, est-ce qu'on a une moyenne de sommes levées en crowdfunding? Quelle est la moyenne généralement, Eric Asma? Donc, selon notre dernier tour, donc, entre 2019 et mi-2021, on a identifié environ 3,8 millions de dirhams qui ont été levés par des projets au Maroc. Après, les contributions individuelles vont dépendre des typologies. C'est-à-dire l'investissement, bien évidemment, on est sur des sommes plus importantes. Sur le crédit, un peu moins, et le don, encore moins. On va dire le don, peut-être dans les 50 000 dirhams. Dans le crédit, dans les, on va dire, 100 à 1 million de dirhams. Et on commence en 1 million à peut-être 2,5 millions de dirhams en moyenne sur les campagnes equity. Sur les campagnes. C'est vraiment tout confondu. Quelle est la maturité justement du marché sur la partie equity? Au niveau local Maroc, on parle Maroc, bien évidemment. C'est-à-dire la particularité du Maroc sur le prêt et sur l'equity, c'est que c'est un marché qui n'existe pas. C'est-à-dire il y a des fonds d'investissement, il y a des réseaux de business angels qui se développent, mais on n'a pas d'analogue. C'est-à-dire le don, on le fait depuis une éternité. Avec ou sans plateforme Internet, on sait comment fonctionne l'appel au don public ou la prévente dans le contexte local. On a beaucoup moins d'aperçus sur comment ça va fonctionner côté crédit en particulier, parce qu'on n'a que des crédits informels qui fonctionnent de cette manière. Et après, tout ce qui est equity, ça va dépendre des secteurs d'activité. Donc on a le volet start-up, mais aussi des investissements dans des projets beaucoup plus classiques, l'immobilier. Est-ce que justement, vous avez cité l'immobilier n'est pas concerné par le cadre juridique? Oui. Et pourtant, c'est un des drivers du crowdfunding en France, par exemple. Au niveau mondial, c'est-à-dire la plus grande part de marché sont La plus grosse part de marché, c'est l'immobilier. Oui. Mais du coup, non, ce n'est pas possible aujourd'hui au Maroc. Tout à fait. Ça, c'était un choix qui a été fait. Enfin, je ne suis pas dans la tête des non, certainement, mais j'aimerais bien avoir votre insight là-dessus. Enfin, votre réaction. Je pense qu'il y a 2 volets. Il y a un volet, comme je dis, accompagnement et protection. Sur le volet protection, l'autre effet qu'on a vu sur le crowdfunding immobilier, c'est que ça peut provoquer des bulles de spéculation, qui peut avoir des effets néfastes sur le marché local. Donc, il y a peut-être une partie de dire ça peut provoquer des typologies de spéculation qu'on ne veut pas voir tout de suite, surtout que c'est un nouveau modèle de financement qui doit asseoir sa crédibilité sur le marché. Donc on ne veut pas l'adosser à ça. Et l'autre volet de croissance, c'est-à-dire le marché immobilier n'a pas besoin d'aide au Maroc. Le marché immobilier va plutôt bien dans le contexte local, et de dire que ça, c'est un vecteur pour financer d'autres secteurs, d'autres types d'activités qui ont moins recours à d'autres modèles de financement classiques, fonds d'investissement, banques, etc. De dire comment est-ce qu'on peut positionner ça, surtout pour développer des nouveaux secteurs et de rendre l'approche plus inclusive. Les gens qui ne sont pas bancarisables d'une manière ou d'une autre. Et outre l'immobilier, quelles sont aussi les niches à fort potentiel selon vous et qui peuvent être développées, notamment sur ce volet equity et investissement? Non, tout à fait. Il y a un énorme marché à creuser sur l'immobilier, mais je peux comprendre du point de vue des régulateurs de dire mazal. Ça peut être une future évolution, mais pour cette première étape, on commence avec d'autres secteurs, d'essayer de financer d'autres secteurs, et l'immobilier, ça peut venir par la suite. Sarah Jaidi, quels sont aujourd'hui les risques du financement participatif? On a parlé d'opportunités, ce serait bien qu'on parle risque aussi. Effectivement, c'est d'abord une grande opportunité puisqu'il faut laisser le marché se lancer. Et le côté risque, c'est justement des choses qui ont été beaucoup réfléchies donc avec les différents acteurs, dont les régulateurs au Maroc.
Les risques sont inhérents surtout à la nature des différents types de crowdfunding. Si on prend le prêt et l'investissement, c'est par définition des modes de financement qui sont risqués. Quand on investit dans une entreprise ou dans un projet, même que ce soit via du crowdfunding ou de façon classique, c'est une prise de risque puisque c'est un investissement, c'est inhérent à ce mode de financement. Et c'est pareil pour le prêt. Quand on est sur la partie crowdfunding, la spécificité, c'est que on est sur des projets qui n'ont pas autant de garanties qu'un porteur de projet qui va venir voir une banque et qui, lui, doit avoir un business model solide, doit fournir un certain nombre de garanties sur ses compétences, etc. Là, on est sur un libre choix de la part des contributeurs. Donc, le risque, il est porté par les contributeurs eux-mêmes, mais en connaissance de cause. C'est le principe de cette liberté-là. Donc, elle a le côté... on permet positivement de faire émerger des projets, mais le risque là, il n'est pas pris par une institution bancaire, il est pris par les contributeurs eux-mêmes, mais qui font ce choix-là, justement. Donc là, c'est certainement là cette partie risque que je vois. Elle est surtout inhérente à la partie investissement et prêt. Je la vois un peu moins sur le don. Même s'il y a le côté conformité et puis fraude et lutte contre le blanchiment d'argent qui sont des sujets qui sont très regardés par les institutions et par les régulateurs. Bien évidemment qu'on peut avoir sur une plateforme des projets qui sont mal intentionnés, qui sont frauduleux, donc qui veulent collecter de l'argent et partir avec. Ça, c'est le risque dont on peut avoir peur. Mais la réalité, c'est que quand on a autant de projets qui arrivent sur des plateformes et autant de vérifications qui sont faites, ce qui est mis en avant et ce qui émerge, c'est les bons projets et les projets viables. Au contraire, les autres sont noyés par opposition à ce qui est fait aujourd'hui dans de l'informel où tout est mélangé. Et puis de l'autre côté, on a toutes les vérifications des régulateurs et tous les process de sécurité qui sont mis en place pour justement venir pallier à ce côté fraude inhérent. Et puis Eric me le disait ce matin, on discutait, en réalité, j'ai plus le chiffre en tête, mais sur les plateformes existantes et dans le marché du crowdfunding aujourd'hui, la partie fraude représente très, 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 très peu de choses. C'est vraiment extrêmement minime parce que le principe même, c'est qu'on a un cadre sécurisé. Très bien. Comment choisir la plateforme? Est-ce qu'il faut aller plus vers une plateforme généraliste ou spécialisée, Eric Asmar? Et comment vraiment faire le bon choix? Et aussi, quel type de financement choisir pour son projet? Justement, ça doit s'inscrire dans une stratégie. Donc, même si on est un petit début de projet, qu'il soit caritatif ou entrepreneurial, il faut se projeter dans le futur, de dire quels sont nos besoins actuels et quels seront nos futurs besoins. Et de se positionner vis-à-vis de ça. Je donne un exemple. Je suis fabricant de céramique, je vends des mugs. Je pourrais, par exemple, commencer avec une campagne de pré-vente qui me permet de tester le marché. Selon mes objectifs, je veux développer par exemple le marché marocain avec une niche particulière, je peux partir vers des plateformes niches. Dans d'autres cas, peut-être je veux rayonner à l'international, donc mon intérêt, ça serait de me positionner sur une plateforme qui a une portée internationale. Oui. Et c'est un moyen de tester le marché. L'autre beauté de la chose, c'est au-delà du financement, ça nous permet de savoir est-ce que ça répond aux besoins, aux attentes d'une communauté donnée. Donc je me positionne, par exemple, je veux me développer en France, je me mets sur KissKissBankBank ou une autre plateforme française et je vais voir les résultats. Avant d'investir et d'essayer de vendre sur place et de mettre en place tout ce dispositif, je peux faire cette campagne pour me dire, OK, ça marche, ces gens sont friands de ce que je veux proposer ou peut-être pas. Et ça nous donne des insights et moyens de nous positionner. Et ça, ce calcul se fait dans le temps. Donc on commence le parcours, on va dire classique, ça serait de commencer avec une campagne de pré-vente qui nous permet d'avoir des premiers clients, qui nous rend crédibles auprès de banques ou d'investisseurs. Et par la suite, on peut faire d'autres types d'opérations selon notre niveau de maturité. Mais de manière générale, si on commence à zéro, on ne va pas commencer avec une campagne equity ou prêt. En général, il nous faut un début d'activité pour faire preuve qu'il y a quelque chose de concret avant de faire recours à ces approches. Le don, notamment la pré-vente, là, c'est plus ouvert. On peut dire, j'ai un prototype, est-ce que vous voulez acheter mon prototype? Et puis, on y va. Très bien. Et quelle est la différence, justement, avec les business angels? Il y a des plateformes qui travaillent uniquement avec des business angels, c'est-à-dire des investisseurs qui sont agréés, répertoriés. Il y en a d'autres qui sont ouverts à une population plus large. La facilité à la fois pour les business angels et pour les porteurs de projets, c'est que ça automatise tout le processus de due diligence.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir des négociations, voilà la valorisation de l'entreprise, etc., ça se fait en amont. Donc, l'entreprise fait ça avec la plateforme. Ils vont poser ça, voilà mes termes, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Donc, pour les porteurs de projets, ça leur permet de ne pas avoir à refaire ces négociations avec tout un tas d'investisseurs individuels ou de réseaux. Et du côté investisseur, c'est un tiers de confiance de dire ce sont des entreprises qui sont quelque part préqualifiées. Très bien. Salah Jaïdi, alors, est-ce que je dois, par exemple, si je veux avoir recours au crowdfunding, je dois déterminer un objectif en nombre de préventes ou juste une somme d'argent? Comme disait Eric tout à l'heure, quand on démarre un projet, enfin une campagne de crowdfunding, effectivement, alors d'abord on décide si c'est du don ou si c'est une autre forme de financement. Alors pour répondre à votre question, quand on est en phase d'amorçage ou de démarrage, en général les projets choisissent le don pour pouvoir justement faire une communication qui touche les gens et qui est plus de l'ordre du soutien. Et ensuite, on choisit selon notre activité. Si on a une activité où l'objectif est de vendre un produit, donc on fabrique du miel ou un produit bio, ce genre de choses, on peut proposer de la prévente en ligne en disant que vous nous soutenez grâce à vos dons. Et nous, en contrepartie, dès qu'on commence à produire notre produit, on vous envoie. Et à l'inverse, si on n'est pas sur de la vente, donc si le projet ne consiste pas à vendre quelque chose, je citais tout à l'heure un projet engagé, donc lancer un café littéraire, donc un café où les gens viendraient discuter littérature, ou un projet juste de solidarité pour rénover une école ou je ne sais quoi. Donc là, on n'est pas sur de la vente. Là, on serait sur un modèle plus simple qui est celui du don. Eric Asmar, je voudrais revenir toujours sur ces questions qui concernent un peu ce process de crowdfunding. Quel est le moment idoine ou la bonne période pour lancer une campagne? Période dans le développement du projet. Et dans le développement du projet et de manière générale, contextuelle. C'est-à-dire en juillet, en décembre Non, je veux dire en termes de contexte aussi, parce que vu que nous avons passé le contexte Covid, aujourd'hui il y a un autre contexte d'inflation qui s'installe. Donc est-ce qu'il y a un moment où c'est vraiment le bon moment d'avoir recours à cela? Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent dedans. On peut dire qu'il y a des secteurs qui sont en difficulté actuellement et il y en a d'autres qui sont en train de décoller. Donc selon déjà le type de financement que vous cherchez, on peut dire que, par exemple, des activités de relance touristique, c'est une période où il y a beaucoup d'intérêt pour stimuler ça. Et ça va sur tous les volets. Donc, pour investir dans le tourisme, pour le rebondi attendu, et même sur, par exemple, des notions de prévente. Les gens recommencent à voyager, je lance ma gîte ou mon package touristique. Je peux faire une campagne de prévente pour dire, l'été prochain, quand vous reprenez vos vacances, vous avez déjà préacheté le package chez moi. Très bien. Et sur la vie d'une entreprise, quel est le meilleur moment pour penser à cela? On parle d'entreprises qui existent déjà, par exemple. Je dirais qu'il faut déjà passer le stade de POC, de Proof of Concept. Donc on a déjà, c'est pendant la période d'amorçage, mais de dire qu'on a déjà quelque chose sur le marché. On a démarré de la production quelconque. On a un carnet de commandes qui est plus ou moins rempli. Pas forcément un carnet de, c'est vraiment le côté production. Donc que ce soit produit ou service, on est capable de livrer des choses aux clients. Très bien. Et par exemple, là, on peut commencer en disant, là, on va faire une opération de prévente ou de don pour dire, maintenant, on est prêt à vendre, venez acheter. Après, pour le crédit, il y a différents types. Donc, on a les crédits capitaux, de dire, moi, j'ai besoin de plus de machines, de locaux, etc. Ou ça peut être des besoins en fonds de roulement. De dire, voilà mon carnet de commandes, mais ils vont payer dans 6 mois, il me faut un crédit pour boucher le trou le temps que je récupère tout cet argent. Et sur cela, justement par rapport à ce suivi qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé de garder un contact avec les donateurs? Salah Jaïdi. Est-ce qu'on est obligé de garder un contact avec les donateurs? C'est bien la question? Oui. Non, pas forcément. C'est un choix de la part du porteur de projet. Ce qui est sûr, c'est que les plateformes donnent la possibilité sur les donateurs, puisque à chaque fois qu'il y a une participation, il est au courant de qui a participé et il peut prendre contact avec les différents donateurs.
En revanche, et s'il n'a pas envie, tant pis. Surtout s'il y a beaucoup de gens qui contribuent, il ne pourra pas contacter tout le monde. En revanche, lui se doit de donner à ses donateurs, si je puis me permettre, un point d'avancement de ce qu'il a fait de son projet, de ce qu'il a fait de l'argent qui a été donné pour son projet. Et donc, de montrer l'état d'avancement. Donc, si c'est un projet solidaire de l'école qui a été rénovée, si c'est un projet de vente du produit qui a été sorti, et d'honorer justement ses engagements auprès de ses contributeurs. Est-ce que c'est facile de convaincre les contributeurs, Eric Asmar? Je parle du contexte, encore une fois, marocain, mais peut-être aussi des contributeurs de l'étranger sur des projets ici au Maroc et vice-versa. Ce qu'on voit déjà sur le Maroc et sur, on va dire, l'Afrique de manière générale, c'est qu'on a une contribution très importante de la part de la diaspora. Okay. C'est-à-dire, plus que 50% des fonds sur n'importe quelle campagne, en général, provient des Marocains du monde, des Sénégalais du monde, etc. Donc, ces populations sont très importantes pour le développement du secteur. On a quoi, 6%, si je me souviens bien, du PIB qui vient des remittances. Donc ça, c'est aussi un moyen de canaliser cet argent qui provient par Western Union et compagnie vers des projets qui ont, on va dire, plus de retour sur investissement, que ce soit à capital social, de dire contribuer au rayonnement culturel, sociétal, etc. du pays, ou même de l'investissement dans le tissu économique du pays. Donc la contribution de la part de la diaspora est très très importante à garder en tête. Même si c'est une campagne, on va dire, maroco-marocaine, c'est des gens qu'il faut mobiliser. En termes de capacité de les persuader, c'est une question de ciblage encore. Il y a des gens qui seront très branchés sur vos sujets, il y en aura d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est de savoir avec qui on a envie de communiquer et de communiquer avec eux correctement. Et combien de temps justement de préparation pour une campagne pour communiquer avec ces contributeurs, investisseurs, donateurs? Donc la campagne moyenne, on va dire, dure entre 30 et 60 jours. Ce qu'on a vu sur notre dernier tour, c'était 50 jours en moyenne la campagne. Toutes ces campagnes qu'on a récoltées étaient des campagnes de dons. Mais même sur l'investissement parfois un peu plus long, mais prêts et dons, c'est 1 à 2 mois. Et il faut compter, on va dire, minimum 2 mois pour le préparer. C'est avant tout une campagne de communication, donc il faut être équipé, c'est-à-dire la compétence clé. C'est votre rôle, vous? Non, c'est le rôle des porteurs de projet. Ah, c'est le porteur de projet. Bien évidemment. Mais s'il n'a pas de notion de communication? Ça, c'est la compétence à développer pour pouvoir réussir ces campagnes. Ça, c'est le facteur clé de succès que j'ai vu sur les je ne sais pas combien de campagnes que j'ai accompagnées, des centaines, voire peut-être des milliers à ce stade, c'est leur capacité de communication et leur préparation. Donc même si on n'est pas super fort en communication, les outils sont à disposition. On a moyen de faire ça avec très peu de compétences. On peut se faire accompagner soit par des plateformes ou par des tiers, mais c'est avant tout une campagne de communication. Donc, c'est-à-dire il faut être capable de si communiquer. je ne sais pas pitcher, si je suis timide? Pas besoin de pitcher, c'est-à-dire c'est une campagne en ligne. Oui. Donc, c'est de trouver des gens qui peuvent vous aider à monter une belle vidéo, de prendre des photos zoom-in, de retravailler le texte descriptif du projet. Ça, on peut se faire accompagner. Donc, même si vous êtes super timide, du moment que vous arrivez à tenir 1 minute devant la caméra pour la vidéo, ça va. Mais en tout cas, on a besoin de ce volet humain, c'est-à-dire de voir la personne. Absolument. C'est-à-dire pas que ce n'est pas qu'un dossier comme pour les banques. C'est vraiment la personne et finalement l'impression qu'elle nous donne dans Voilà, sa c'est un lien communication. humain. Et ça montre les résultats parce qu'on voit, par exemple, le taux de défaut sur des campagnes de crowdlending sont nettement plus faibles que sur des crédits institutionnels. Parce que je ne dois pas de l'argent à Banque X, une institution qui n'a pas de face pour moi, mais je dois de l'argent à mes pairs, à mes parents, à mes proches, à mes collègues. C'est des gens qui ont des visages, des vies. Donc ce lien humain est très important pour déjà établir et convaincre, mais c'est aussi le mécanisme qui fait le succès du crowdfunding de manière générale. Salah Jaïdi, peut-être la même question. Surtout en ce qui concerne le don, donc sur ce volet que vous vous spécialisez, c'est-à-dire quand on dit qu'une campagne dure 50 jours, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui est attendu de par la personne qui a recours au crowdfunding?
Oui, il y a deux choses sur ce timing-là. La première chose, c'est le côté préparation, donc de la communication. C'est ce dont parlait Eric tout à l'heure. Et ça, c'est en fonction de la nature du projet. La partie préparation va prendre un certain nombre de temps. Elle peut se faire en lien avec la plateforme. Je rappelle juste ici que la loi autorise en fait les plateformes à proposer des activités qu'on appelle connexes, dont par exemple le conseil, ce qu'on appelle du conseil, mais qui est en fait de l'accompagnement des porteurs de projets pour les aider en fait à pitcher leur projet en ligne. Et à constituer une jolie page en fait qui représente vraiment leur projet et l'authenticité de ce qu'ils comptent faire. Donc il y a ce temps-là en fait de constituer la page, donc qui dépend des compétences et du niveau en fait de maturité des différents projets. Donc il peut aller peut-être de 1 à 2 semaines jusqu'à peut-être 1 à 2 mois. Et ensuite il y a le temps de la campagne elle-même. Donc une fois qu'on a lancé le projet en ligne et qu'on commence à le diffuser, là pareil, il faut avoir une stratégie de diffusion. On ne diffuse pas juste massivement sur un groupe Facebook, ça ne marche pas comme ça. On diffuse d'abord à ses proches, qui sont quasiment déjà convaincus, et ensuite on diffuse à d'autres groupes. On a peut-être constitué une communauté déjà sur les réseaux sociaux auprès de qui on diffuse le lien de la page sur LinkedIn, sur Facebook ou autre. Et ça, c'est le temps de la campagne elle-même, donc qui peut aller jusqu'à 2 mois aussi. Ou alors sur un temps court quand le montant n'est pas très élevé, parce qu'on a aussi l'objectif du montant à collecter qui va permettre de calibrer ce temps de campagne. Mais tout ça est à voir avec la plateforme avec laquelle le projet le porteur de projet souhaite travailler pour pouvoir faire des choses optimales, pas trop tard et pas trop tôt non plus par rapport à ses attentes, lui, en tant que porteur de projet. Eric Asmar, dernière question. Vous êtes CEO de Happysmala, donc qui est une plateforme de crowdfunding qui existe depuis quelques années maintenant. Comment entrevoyez-vous l'avenir? Est-ce que le crowdfunding a de beaux jours devant lui au Maroc? Là, on commence à peine. Nous, on travaille dessus depuis 8 ans et là, oui, on va voir la vraie naissance du secteur. Je pense qu'il y a toute la matière première est là. C'est-à-dire, on a des porteurs de projets qui sont brillants. On a une communauté locale et internationale qui est à la recherche de moyens de soutenir le Maroc. Que ça soit sur un volet personnel, de dire je veux soutenir mon pays, je veux soutenir des causes dans mon pays, mais aussi des personnes qui sont à la recherche de moyens de placer leur épargne. Donc des nouveaux produits d'investissement. Et puis on a la base technologique, on a les liens au niveau local et international, tous les ingrédients sont là. Après, ça va être le rôle notamment des plateformes qui vont s'installer sur le marché à monter les partenariats et de faire preuve de la capacité de faire rayonner ce secteur. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut travailler. Bismillah. Bismillah, exactement. Sarah Jaïdi, vous dites justement Bismillah dans le secteur. Vous lancez cette plateforme, cette nouvelle plateforme de crowdfunding. Donc, l'horizon assez éclairé, assez ensoleillé pour vous? Oui, on est très optimiste sur cet horizon puisque actuellement, en tout cas pour la partie dons et prêts, Banque du Maghreb sont en train de travailler à la mise en place d'une procédure d'agrément pour pouvoir recevoir justement les dossiers d'agrément des différentes plateformes, donc nous compris. On a déjà eu un premier contact avec eux très formel via une lettre et maintenant on attend leur feu vert pour pouvoir venir les rencontrer et présenter notre dossier d'agrément selon leurs critères. Ça, c'est la première chose pour le côté optimiste. Et puis le deuxième côté, c'est qu'il y a vraiment effectivement tous les ingrédients. Et l'ingrédient principal, c'est quand même le fait que les citoyens marocains, en fait, ont une facilité culturelle, je pense qu'on a depuis toujours, en lien avec la générosité et la capacité à se mettre en groupe pour faire les choses ensemble. C'est des choses qui existent déjà. On dit beaucoup que le crowdfunding, ça va être nouveau et c'est quelque chose qu'on apporte au Maroc alors que c'est lancé depuis longtemps ailleurs dans le monde. En fait, au Maroc, les choses existent et la base existe. Là, on va juste mettre des outils en place pour digitaliser des choses qui existaient déjà et leur donner la visibilité qu'il faut pour que des projets prometteurs qui soient dans des secteurs culturels, sportifs, etc. ou dans des startups qui sont en train de se lancer puissent voir le jour. Ouais. Donc oui, on est très optimistes.
Très bien. Merci beaucoup, Salah Jaïdi. Et merci pour votre optimisme que vous partagez avec nous ce soir dans l'émission. Eric Asmar, mes remerciements vous vont à vous également. Et on souhaite une bonne vie au crowdfunding et surtout en terre, comme l'expliquait Salah Jaïdi, en terre de générosité, de partage et de dons et justement de communauté et non d'individualisme. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.